Bienvenue tout le monde. Mon nom, c'est Lucie. Je suis la directrice de DeepSense et je suis à Halifax. Et je voulais simplement faire une reconnaissance du territoire et reconnaître que nous sommes. euh, on a l'île aux tortues, les peuples autochtones, les territoires euh, non cédés qu'on appelle le Canada et on se réunit ensemble. On reconnaît les territoires, les cultures, les gens originaires de ce pays et le pays qu'on va vers la décolonisation et on veut restaurer les droits des gens autochtones, plus de 630 Premières Nations qui prennent soin de ces territoires, de ces eaux que nous partageons ensemble. Donc, merci tout le monde de vous être joints à nous ce soir pour le 7e défi de Deep Sense. On est vraiment ravis d'avoir tout le monde ici, de côte à côte à côte, parce que nous avons réuni ensemble beaucoup de différentes organisations et parce que nous travaillons avec des partenaires nationaux. On est vraiment ravis d'ouvrir le tout pour les étudiants postsecondaires partout au Canada. Et pour l'agenda de ce soir, on va faire un bref revue du programme de ce soir, donc une introduction de tout le monde qui est ici. Et on va introduire le défi et ensuite on va faire une discussion de panel avec 3 interlocuteurs pour vous donner un peu une idée de c'est quoi Ocean Data, comment on peut l'utiliser, comment que les gens l'utilisent déjà et pour inspirer les gens possiblement pour vos propres idées. Il va y avoir un temps de questions-réponses où on vous souhaite la bienvenue de mettre des questions-réponses pour nos invités. Après, les invités euh, sont, peuvent quitter, mais ils peuvent rester. Mais on va être là pour vous. On va faire la revue du défi plus en profondeur, voir les données que nous allons utiliser. Et si vous avez des questions aussi, parce que c'est notre première défi, présentation du défi, on va faire une petite présentation vers la toute fin pour vous donner l'opportunité, si vous joignez à nous, si vous voulez travailler sur une équipe, ça vous donne l'opportunité de rencontrer des gens et de préparer une équipe. Mais ça va être à la toute fin. Donc, j'espère que vous allez rester là et que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Donc, une petite ronde d'introduction pour connaître toutes les différentes organisations qui se sont réunies pour monter tout ça pour vous. Donc, comme j'ai dit, je suis avec Deep Sense, Halifax. On travaille avec le Canada Atlantique. Deep Sense, c'est une organisation qui travaille avec les compagnies océaniques. On apprend leurs besoins et on prépare les projets pour les aider à faire l'apprentissage d'intelligence artificielle et on embauche les étudiants pour aider. Les compagnies font toutes sortes de travail, mais on fournit des opportunités à l'interne pour des étudiants pour être embauchés dans ces territoires, ces spécialités. Bon, c'est bon d'être ici. Mon nom, c'est Emily. Je suis gestionnaire ici. Cheeky Labs est la faculté de sciences à Dalhousie University. On fait beaucoup d'activités pour les étudiants tech, de toutes sortes de soutien et de projets informatiques. On travaille euh, avec DeepSense depuis 1 an maintenant euh, sur les données et on est ici pour la 7e. 4, OK. Oui. Salut tout le monde et bienvenue de partout au Canada. C'est vraiment excitant. Je suis le gestionnaire des ressources d'éducation. On est à Dartmouth, Nova Scotia, Nouvelle-Écosse, l'autre bord de Halifax. Et ce que nous faisons, c'est qu'on est un hub de technologie marine. Il y a 65 compagnies qui sont à Cove et qui développent des nouvelles idées d'essayer d'apprendre ce qu'on veut apprendre dans les océans et gérer nos océans mieux. Donc, je travaille dans cet espace d'éducation où on essaie de fournir des opportunités pour les gens d'apprendre sur les océans, être connectés et apprendre toutes les carrières potentielles, les opportunités qui sont disponibles. C'est un programme qu'on fait avec DeepSense. Euh, on fait sur une base régulière. On fait différents programmes d'apprentissage durant l'été et on fait des programmes en classe aussi et d'autres défis pour les étudiants postsecondaires comme celle-ci. Donc, oui, un peu sur Cove. Bravo, merci Kat. Et les autres, on a oublié de parler de.
Ah, je peux le faire. Bon, dans les deux langues. Je me présente, je m'appelle Elias Lamrini. Je suis coordonnateur de programme pour le projet Startup des océans, the Ocean Star Project Coordinator. Coordonnateur de projet. Nous accompagnons les entreprises en phase de démarrage et les startups dans le secteur maritime. So we support startups and early stage companies in the ocean sector. Vous êtes dans les différentes compagnies, dans les différents secteurs océaniques. Vous pouvez m'envoyer un message. Je vais publier ici dans le chat mon adresse courriel. Contact avec moi si vous êtes au Québec, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais poster mon courriel dans le chat. Merci beaucoup et bonne session à tous. Thank you very much. Awesome, thank you. And then Shen, you want to Merci. DFO and CUs? Hello, everybody. My name Bonjour is tout le monde. Mon nom c'est Shen. Je travaille Fisher Oceans Canada, Pêche et Océan Canada. Je travaille sur les systèmes de CIOS et c'est toutes les données que vous allez travailler pour ce hackathon. Je suis vraiment ravi de vous en parler. En fait, CIOS, c'est une plateforme en ligne pour découvrir et avoir accès à toutes les sources ouvertes de données ouvertes sur les océans partout au Canada. Et on travaille avec tous les secteurs, toutes les régions pour intégrer toutes les données océaniques de tous les partenaires et essayer de rendre ça plus accessible pour être facile à découvrir pour les utilisateurs de l'océan. Awesome, thanks so much. Incroyable, merci beaucoup. We all came together. Donc, on a été ensemble durant l'été et on va planifier ce défi de données parce que j'ai cru que ce serait une bonne façon d'utiliser toutes ces belles données avec des sources ouvertes de données. Et SEOS, c'est la plus grande source qui est vraiment incroyable d'informations. Donc, c'est le sujet de tout ce qui est données. Beaucoup de différents types de données qui sont là dans nos océans. On est toujours en train de collecter. Donc, ça varie. En tant que compagnie qui travaille avec l'intelligence artificielle, on compte lourdement sur les données parce qu'on utilise ces données pour former et créer des modèles pour tout ce qu'on veut que ça fasse, pour faire l'IA essentiellement. Donc, les données, grands mouvements qui arrivent présentement dans le secteur des océans, comment utiliser toutes ces données qui existent. Donc, c'est une liste des différents exemples de différents types de données qui existent dans la sphère de l'océan. Donc, le SIA, données que vous allez trouver pour les navires, les informations satellites où les navires se trouvent et vous pouvez aller là et voir où sont ces navires, où ils sont présentement sur la mer. C'est toujours très amusant de faire un suivi de tout ça. Les données texte, on a fait un défi données. L'hiver passé, on utilisait les données texte. Pas tous les données ont besoin d'être des chiffres. On peut utiliser du texte en tant que données aussi. Un autre, c'est la localisation GPS. Souvent, c'est utilisé pour faire le suivi des animaux. On va taguer les baleines, les requins, les poissons et voir où ils vont. La génétique, le DNA, ADN, pardon, et vous pouvez voir les échantillons d'eau et voir l'ADN qui existe là pour voir quels animaux est présente dans ce domaine, simplement au travers d'un échantillon d'eau sans voir les animaux, sans les voir. Et ensuite, l'acoustique pour écouter dans la mer et de voir qui est là, écouter quoi, écouter des choses, les animaux, les navires et toute autre explosion sous-marine. C'est un autre. Les vidéos, beaucoup de compagnies aiment l'utiliser. C'est une façon facile ou une façon commune, si on veut, de faire des vidéos, photos-vidéos pour le IA. Et les séries chronologiques, un point dans le temps. Donc, il y a des points de données reliés à tout ça. Ça peut varier selon la température, la vitesse, n'importe quoi, n'importe quel chiffre. Donc, les données, c'est vraiment important. Et on l'utilise tous de différentes façons. Le but de ce défi, essentiellement, c'est de penser à comment nous pouvons utiliser les données, particulièrement les données chronologiques, et utiliser ces données. Vous êtes bienvenus à utiliser d'autres données aussi
côte à côte avec ces données, mais c'est comment utiliser les bases de données que nous présentons. Donc, Shen va rentrer ici pour faire un petit peu plus en profondeur une revue de SIUS pour aller plus en profondeur pour vous donner de ce qui se passe. Donc, une revue. Donc, comme j'ai dit, nous avons un site web national, en fait, qui emmagasine tous les données au travers du Canada. Et nous avons une équipe de personnel de Halifax, à Vancouver, dans la région Saint-Laurent, qui travaille avec les contributeurs de données. Et ensuite, ils vont intégrer ces données et métadonnées dans notre catalogue de données national qui est disponible nationalement, régionalement, internationalement. Donc, SIOC utilise différentes visualisations, outils de visualisation, différentes applications pour aider le public à comprendre les données, à mieux aider les scientifiques et les académiciens d'aider à comprendre le futur et le futur des océans du Canada et les communautés qui observent l'océan. Donc, en termes de quel genre de données SIOC utilise, nous fournissons le soutien pour tout produits chimiques et biologiques et les variables avec les systèmes d'observation canadiens. Ça veut dire simplement que tous nos données sont opérables avec des standards internationaux, interopérables, si on veut, avec des organisations internationales. Si une organisation est intéressée aux océans du Canada, on peut les diriger vers le SIOC et les données sont exactement pareilles. C'est ce que ça veut dire finalement. C'est la revue du SIOC rapidement. OK, merci, Shan. Donc, vous allez voir dans le chat rapidement la note pour envoyer à tout le monde. Vous avez changé la messagerie pour que tout le monde puisse voir lorsque vous envoyez un message pour tout le monde à voir. On va partager le lien pour SIOC pour que vous pouvez explorer. OK, pas tout le monde peut envoyer un message à tout le monde? OK, c'est bon. Donc, ça, c'est dommage. Voyons voir. Maintenant, ça devrait être tout le monde. Bon, maintenant, les panélistes devraient être ouverts à tout le monde. Je pense que ça devrait marcher. C'est une affaire Zoom, des fois que c'est bon d'ouvrir. Bon, voilà, OK. Maintenant, le défi. OK, le défi de côte à côte à côte, c'est comment les données océaniques peuvent-elles nous aider à comprendre la santé des océans, l'économie des océans et les habitants des océans du Canada. Donc, on aime ça séparer en différents courants pour vous aider finalement à choisir un courant à suivre pour vous aider. Vous devrez vous concentrer sur un des volets, finalement. Donc, on fait le premier défi, le premier volet, dans l'eau, explorer l'impact des conditions océanographiques sur l'état futur de l'océan. Un peu vraiment côté scientifique et de regarder la science derrière tout ça. Et le courant au volet numéro 2, c'est sur l'eau, plonger dans la gestion de la pêche et de regarder les différentes façons que les données sont utilisées pour aider à soutenir la pêche, que ce soit l'aquaculture ou la pêche en mer ouverte. Prenez ça comme vous voulez. Et ensuite, le troisième volet, c'est autour de l'eau. On découvre comment les activités récréatives et les quotidiennes en mer sont affectées par l'évolution de l'océan. Bon, en fait, de regarder comment vous pouvez, ou les surfeurs, les voiliers, ceux qui sont en bateau vitesse, comment ils utilisent l'océan et toutes les données qui peuvent aider à avoir un impact. Donc, pour donner plus de contexte à tout ça, nous avons 3 invités ici aujourd'hui qui vont avoir 5 minutes chaque pour parler de eux, leur arrière-plan, comment ils utilisent ces données et on va plonger dans le panel de discussion. Et si vous avez des questions, mettez-nous ça dans la messagerie, dans le chat ou dans l'option QA tout au bas de votre écran Zoom à côté du chat. Mais la première invitée, c'est Jay Singlesworthy. Il est directeur exécutif pour le Centre d'Océan appliqué Sustainable Technologies. Avec plus de 20 ans d'expérience en gestion et d'ingénierie sur des projets de leadership technique et commercial. Son expérience-là a fait multiples industries, industries renouvelables, énergie renouvelable,
développement urbain et environnemental, la consultation, les mines, les infrastructures. Il a travaillé avec des grandes multinationales impliquées dans différents nouveaux départs d'entreprises et une maîtrise en ingénierie. Et aussi un membre des ingénieurs de la Colombie-Britannique. Donc, des bonnes accolades derrière vous. On est vraiment chanceux de t'avoir ici, de nous parler un peu d'une économie bleue sur comment on utilise les données océaniques. On a 5 minutes. Vas-y. Merci, merci. Merci pour l'opportunité d'être ici, d'expliquer un peu. Bon, je ne suis pas obligé de m'introduire. Vous avez fait du beau travail. Bravo. Donc, je ne dirais rien d'autre, à part que je suis né au Canada il y a 18 ans maintenant. Je dis aux gens que je suis un Canadien. Je suis Canadien avec un accent très étrange. Mais c'est bon d'être ici parmi vous. Un groupe dédié, si on veut, pour pousser cette industrie et de pousser la direction qu'on prend. Donc, un peu sur, je parle de Victoria, à Colombie-Britannique, donc à l'île de Vancouver, et c'est les territoires de l'Algonquin, Esquimalt, Southeast Asian. Bon, je vous dis à tout le monde un peu de la côte, premièrement, qu'on a mentionné, qui est le centre pour le centre de Ocean Applied Sustainable Technologies, un acronyme COAST, qui est un jeu de mots sur la côte, finalement, le centre des océans et des technologies appliquées et durables. Bon, là où je dis que je vois l'analyse des données, les opportunités qui sont là dans la collecte de données et la vérification, évaluation de ces données. Bon, COAST, c'est relativement nouveau. Il y a 18 mois, c'est une initiative de développement basée ici à South Island Prosperity Partnership et son vrai mandat, c'est un mandat de la Colombie-Britannique de faire croître l'économie bleue au Canada Pacifique. Et c'est vraiment de voir une croisée de compagnies d'industrie et des gens qui avancent à la même direction pour voir la croissance, pour voir le potentiel qui va être là dans une industrie de 3 trillions de dollars d'ici 2030. Pour ceux qui ne savent pas beaucoup sur l'économie bleue, je vais me passer à mes termes, je vais vous donner toutes les définitions des Nations Unies et ChatGPT et Wikipédia, mais ce que j'aime voir de l'économie bleue, c'est la transition de la façon qu'on a utilisé les océans dans l'histoire. Et je pensais que c'est de traiter nos océans comme les plus grands actifs que nous avons. Des actifs, des fois, c'est quelque chose qu'on doit gérer correctement, on doit nourrir correctement. On a parlé de choses dans les ressources aussi. Les ressources, ce n'est pas un bon mot parce que ça veut dire qu'on les exploite et ça veut dire qu'on les prend, qu'on continue à les prendre. On a remarqué que dans d'autres industries, que ça, ce n'est pas durable, ce n'est pas une place à long terme. Donc, je pensais que l'économie bleue, c'est de trouver des façons de traiter nos océans comme des actifs. Et quand on regarde les données, c'est de voir qu'on a besoin de comprendre ces océans avant de savoir comment les traiter comme des actifs. Bon, COAST, l'organisation COAST, est là pour pousser l'innovation, la collaboration en Colombie-Britannique et l'écosystème de la Colombie-Britannique et dans l'économie bleue. Et ça, c'est vraiment en 3 domaines. On regarde à soutenir nos industries existantes. Nous avons une industrie diversifiée de transport maritime, aquaculture, et on a besoin de ces industries qui puissent penser à transformer et changer la façon qu'ils opèrent. Donc, sans avoir ces grandes idées, les avances technologiques, on a besoin que ces industries puissent les adopter. Et donc, on est vraiment là pour aider nos industries à trouver des façons qu'on peut découvrir, comment amener ces nouvelles façons de faire les choses, utiliser les données, utiliser les IA dont on a parlé, comment ils adoptent ces technologies. Et on est là pour soutenir les innovateurs, un peu comme Cove à Halifax, et de soutenir ces nouvelles compagnies, des différents projets pour trouver des opportunités d'affaires. Le Canada est vraiment bon à développer le IP. On a les meilleurs instituts de recherche dans l'espace océanique. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est qu'on veut développer le IP, quelque chose qui est commercial, développer l'opportunité pour un marché, l'adoption de ce IP. Et ça vient de différentes façons. Ça vient au travail d'aider ceux qui aider ces nouvelles technologies qui sont dans le marché et aussi de les aider avec le financement et le soutien. Et la troisième, c'est si on se déplace vers cette technologie numérique dans une économie émergente, nous allons aussi avoir besoin des gens et de
le travail, et la formation, et changer, aider les gens à passer de les industries euh, traditionnelles à l'industrie de haute technologie. On va devoir amener ça, le soutien de d'autres secteurs et d'autres individus dans d'autres compétences. Dans ça, c'est Coast, notre organisation, vérifie le site web pour voir ce qu'on fait dans ces domaines. Mais à parler des données dans les océans, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, ce que nous voyons ici, c'est qu'il y a vraiment une nouvelle façon de collecter les données. On a plus de données sur les océans à tous les jours et les vaisseaux, euh, les, les capteurs qu'on voit. On utilise les technologies satellites pour avoir de nouvelles informations sur les données sur l'océan. Donc, on a tout ça, ces outils pour amener ces données. C'est important de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces données et comment nous utilisons ces données pour le futur. Bon, je le vois de différentes façons. On a parlé de mieux comprendre les océans, mais on a aussi besoin de comprendre de comment nos marchés, nos industries vont utiliser ces données. Comment vont-ils améliorer leurs opérations pour la décarbonisation? Comment on va les utiliser pour mieux s'assurer que nos alignements de navires ou les routes de navires sont mieux améliorés? On doit toujours penser à cette façon, à la fin de tout ce que ça veut dire. Les hackathons sont des belles opportunités pour voir ce que les gens pensent là-dessus ou d'ouvrir ça pour avoir différentes perspectives. Il y a un troisième domaine on ne sait pas vraiment ce qu'on ne sait pas. Et ça, c'est ce qui est difficile. On utilise les modèles traditionnels et les technologies traditionnelles pour ensuite évaluer ces données. Mais les choses qu'on ne sait même pas, on ne sait pas ce qui arrive. Et ça, c'est vraiment difficile. C'est pour trouver les données et découvrir ce qu'on peut faire avec ces données dans le futur. Donc, il y a quelques utilisations de ces données qui sont intéressantes. On doit faire attention aussi. Il y a beaucoup de connaissances dans l'industrie marine qui viennent aux gens autochtones, la connaissance dans nos océans. Ça aussi, ça doit être arrivé avec, être immergé avec les données. On ne peut pas compter sur simplement les données comme un chiffre seulement. Donc, c'est comment qu'on va jumeler tous ces trois-là ensemble pour soutenir l'industrie et nos besoins de marché, comment on peut continuer avec la recherche et découverte scientifique, avoir une meilleure compréhension des océans et garder notre esprit ouvert. Quelles sont les possibilités pour le futur? Qu'est-ce que l'IA apporte à la table? Et finalement, de trouver cet équilibre pour utiliser ces données de la meilleure façon. Donc, je suis vraiment ravi d'être ici. J'ai vraiment hâte aux questions dans la boîte de questions-réponses et je vois les résultats, cette initiative de gens qui ont lancé ce. Et je vous redonne le micro. Merci beaucoup. J'ai aimé tout ça, tu as unifié tout ça, différentes façons qu'on peut utiliser ces données. Merci. Ensuite, nous avons Kelly qui se concentre sur une nouvelle compagnie. Kelly est fondateur et PDG de Coastal Carbon. C'est une compagnie qui font des modèles IA pour voir en dessous de l'eau à partir de l'espace. Le but, c'est de permettre les actions climatiques dans la restauration océanique pour des mesures de confiance. Et Kelly est candidate de maîtrise à l'Université de Waterloo, construit des différents modèles de l'apprentissage Quentin pour l'apprentissage machine. J'adore le résumé. Bon. À toi, Kelly. Je sais que tu voulais partager ton écran. OK, tu peux commencer. Merci, Lucie. C'est une belle introduction. Merci. Pas comme je l'avais écrit, c'est correct. Oui, je suis vraiment ravi d'être là, tout le monde. Merci de m'avoir invité. J'ai fait beaucoup de hackathons en tant que jeune personne avant la maîtrise et j'ai senti que c'était tellement utile de comprendre non seulement ce que je savais, mais aussi ce que je peux apprendre dans le futur. Donc, il y a des belles opportunités pour vous tous d'être ici. Je suis vraiment heureuse que vous êtes là. Bon, l'introduction est là. Je ne parlerai pas trop de moi-même. Je vais parler de Coastal Carbon. Vous allez voir notre mission, notre vision. Donc, la mission encore, c'est de restaurer les océans de notre monde et d'amener le changement, utiliser le changement climatique d'une bonne façon. Donc, cette planète sur laquelle on vit, on l'appelle la Terre. 70 de notre Terre est couverte par les eaux.
les mers, les océans font plus que tenir l'eau. Ils sont vraiment importants pour atténuer les changements climatiques. Et donc, jusqu'à un quart des émissions de carbone que les humains émettent dans l'air est absorbé par les océans. On ne comprend pas toujours comment que nous pouvons utiliser cette information de façon stratégique, mais c'est ce qu'on essaie de faire à Coastal Carbon. La vision de ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de construire le moteur de la vérité pour alimenter l'industrie du carbone côtière à grande échelle. On utilise satellites pour que les gens puissent rapidement comprendre ce qui se passe et ensuite être rigoureux de façon scientifique sur comment on s'y prend. On avance à la prochaine diapo. Ça, c'est nous. Donc, je suis cofondateur dans Coastal Carbon et mon ami là, dans la première photo, on travaille avec les gens comme Holdfast Anand, Michael qui est là. Et on commence à mesurer comment que ces plantes émettent du carbone et les aider à avoir des marchés, des crédits de carbone pour les compagnies qui vont les utiliser. OK, on va parler un peu sur comment on utilise les données océans. Deux choses qui sont importantes à penser dans ce hackathon, c'est la formation et la différence. Donc, dans ce qu'on fait avec l'algue, c'est qu'on utilise les données, l'imagerie satellite qu'on collecte, comme l'eau, pour voir les paramètres, pour faire une prédiction de comment d'algues sont dans une image à différents moments. Le point d'influence, c'est là qu'on prend l'image de l'algue et on dit basé sur nos modèles, comment que c'est corrélé ensemble, on va pouvoir retirer des informations à la prochaine diapo. Donc, un exemple ici de ça, c'est une ferme d'algues sur laquelle on travaille. Dans la première image que vous voyez en bas à gauche, c'est ce qu'on voit sur Google Maps. Si vous étiez là, si tu es un fermier d'algues, ce n'est pas très utile de regarder sur Google, mais avec Coastal Carbon, on vous permet de voir en dessous de l'eau. Donc, dans la boîte jaune, vous pouvez voir en fait les bouées qui gardent ces fermes d'algues et l'algue qui pousse en dessous de l'eau sur ces lignes. Et c'est utile pour deux choses. C'est pour faire la vérification, de voir le statut de de ta ferme d'algues, de regarder le taux de croissance, voir à quel point ça grandit et de voir des choses comme est-ce que les algues sont détruits. Donc, ensuite, les prédictions, non seulement à quoi les algues vont ressembler, et on peut dire dans le futur ou peut-être même dans le passé, on peut prédire des choses comme le meilleur temps, le maximum d'algues qu'on va faire pousser avant que ça devienne inutile. Et si on regarde dans le passé, comment que les algues ont grandi, le 100 ans, le 20 ans, pour voir quelle est l'état le plus productive. Et la prospection, de voir que si j'avais beaucoup d'algues que je voulais faire pousser à St. Mary's Bay, quelle est la meilleure place pour le faire? La prochaine diapo. Bon, ça, une des choses qui est vraiment intéressante sur le IA, c'est que vous pouvez généraliser les modèles. Donc, la généralisation, ça veut dire quoi? C'est que vous faites un classifiant, quelque chose qui dit que si Lucia ou Jason, et tu peux expandre une expansion, tu peux dire c'est Jen ou Kelly de Coastal Carbon. Donc, c'est vraiment une bonne capacité du modèle IA pour être applicable partout, même si on l'entraîne sur une chose, on peut l'utiliser pour une multitude d'autres choses. Donc, il y a des multitudes d'autres choses qu'on fait à Coastal Carbon. On regarde l'étude de forêt de varech, la surveillance de biomasse des écosystèmes naturels d'algues pour la restauration stratégique, pour voir où est la meilleure place, où on peut concentrer nos efforts, où ces forêts de varech ou d'algues peuvent être poussées. La surveillance ensuite des aires marines protégées. On fait vraiment attention de comment on gère ces régions et de s'assurer que nos efforts portent fruit. Et ensuite, finalement, mesurer le MCDR basé sur la mathune, la réduction de carbone et de mesurer à quel point, de façon stratégique, ou combien de
combien de CDA qu'on fait basé sur la récolte de ces algues. Donc aussi, ici, la mission, c'est de restaurer les océans de notre planète et de lutter contre le changement climatique de manière rentable. Et j'aimerais ça discuter avec vous. Vous pouvez me contacter sur mon courriel. Merci beaucoup, Kelly. C'était bon. Un bel exemple de comment on peut utiliser les données océaniques. Merci de partager. Maintenant, on va regarder d'autres façons avec Clark. Clark est océanographe en physique, pêche et océan Canada, qui utilise les observations pour comprendre l'océan. Les méthodes pour obtenir des données sont traditionnelles. Des échantillons dans la mer et sur des navires, aussi des plateformes, des échantillons pour qu'on peut garder pendant des années, des mois ou des années. Il travaille directement avec les données pour plusieurs différents instruments océanographiques et différents types. Il développe des trousses pour des analyses océanographiques pour des logiciels à source ouverte. Donc, Clark, donner un bel exemple de comment on utilise les données. J'ai juste 2 diapos, même si c'est un peu redondant. En fait, j'avais oublié que je te l'avais envoyé, ce petit texte. J'ai fait deux diapos qui disaient exactement ça, mais on peut en parler avec quelques images. Donc, je vais partager ça ici. Il n'y a pas beaucoup de texte là, c'est surtout des photos. Mais j'ai cru que ce serait intéressant de passer au travers de certains exemples pour ces différentes façons que je collecte les données, les plateformes que j'utilise, les raisons pourquoi on aura besoin d'utiliser ces plateformes par-dessus les traditions du passé. Bon, je suis océanographe, je suis un spécialiste scientifique sur la mer. Mes intérêts d'étudier la mer ne sont pas exclusivement autour des propriétés physiques, mais aussi concentrés sur la physique de le transport, les processus de transport et comment les processus physiques sont changés et déplacés. Ça veut dire de mesurer des choses comme la température de l'eau, combien de sel dans l'eau. Pour être honnête, la vraie raison qu'on a besoin de savoir ces choses-là, parce que ça nous dit la densité de l'eau. Pour ceux qui ont pris la physique, vous savez que la densité est importante lorsqu'on parle d'un fluide. C'est important. Et il y a beaucoup d'autres composantes qui sont intéressantes. Mais premièrement, je passe beaucoup de temps à penser à comment mesurer les courants dans l'océan. La vitesse de l'eau, elle se déplace à quelle vitesse, dans quelle direction qu'elle va. Est-ce qu'elle va en différentes profondeurs? Y a-t-il des vagues, des mouvements à l'intérieur de l'océan? Parce que l'océan n'est pas simplement une température uniforme et salinité conforme, mais ça change dans le vertical. Ça peut déplacer les eaux de façon qu'on ne voit pas dans les satellites ou même des mesures sur le surface. Donc, la diapo ici, on voit les différentes choses que j'ai faites et différentes sortes de technologies que j'ai utilisées. Et à la gauche, c'est en fait mon travail de maîtrise que j'ai fait au travail de Dalhousie, mais la plupart de travail sur le terrain, c'était de prendre des mesures de ce qu'on appelle des vagues internes, des vagues qui sont à l'intérieur de la mer. Dans le Saint-Laurent, en fait, c'est l'estuaire du Saint-Laurent à la gauche. On met une structure dans l'eau vers le fond de la mer, dans 30 ou 40 mètres d'eau, pour mesurer, en fait, la température, la salinité, les courants de ces vagues pendant plusieurs semaines. En fait, c'était une courte expérience. On n'était pas là très longtemps. On a les autres mesures. J'ai fait des mesures à Greenland pour essayer de mesurer l'interaction entre l'eau qui vient de la glace adjacente et il y a beaucoup d'eau qui vient de ces glaciers et ça va directement dans la mer Atlantique. Et donc, c'est un grand mystère. Qu'est-ce qu'on devrait s'attendre, là? Non seulement est-ce que cette eau, en fait, est froide, qui est intéressant parce que beaucoup de l'Atlantique du Nord, c'est relativement chaud à comparer à Groenland. Et c'est vraiment frais.
Donc, on change les données de chaleur et de salinité. Donc, un exemple de la technologie. Bon, j'ai 3 photos ici, si on veut. Celle du milieu, c'est un type de plateforme où je fais beaucoup d'ouvrages, mais je ne peux pas prendre beaucoup de crédit parce qu'en fait, ça fait partie d'un très grand programme international. C'est les Argo Floats, ARGO, comme la légende grecque de Jason et ses Argonautes. Et ces flottes sont équipées de capteurs, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent ajuster leurs points, ils peuvent se déplacer haut et bas dans la colonne verticale. Lorsqu'ils le font, ils peuvent prendre des mesures et les renvoyer à des satellites. Ce qui est vraiment intéressant sur ce programme, c'est que c'est une collaboration internationale. Il y a beaucoup de différents pays qui sont impliqués, qui jettent ces flotteurs et qui les mettent dans l'océan, qui les laissent flotter pour collecter des données. À partir d'aujourd'hui, il y a à peu près 3900 de ces flotteurs dans l'océan global qui renvoient des profils. Chacun envoie un profil à tous les 10 jours, qui veut dire qu'en 10 jours, on a 3900 profils de 2000 de la surface. Beaucoup de données qui est là. C'est utilisé pour beaucoup de choses importantes, beaucoup d'opérations scientifiques, mais c'est une de ces choses qui, à chaque fois que je regarde les données de ce programme, j'arrive avec plus d'idées que ce que je peux faire avec. À Argo Floats, en bas à droite, si tu veux, un flotteur de la même famille, c'est 2 capteurs qui peuvent contrôler sa flotte. Et ce que ça peut faire, c'est plutôt que de monter et descendre verticalement, elle peut aller à l'angle et des ailes. En fait, on peut passer de côté et des gliders, une version plus modifiée. On peut des systèmes autonomes, on peut les naviguer plus ou moins, mais j'ai tendance à préférer les systèmes supervisés parce qu'ils ont besoin de quelqu'un pour les piloter et de continuer de faire le suivi, d'être sûr que ça ne rentre pas dans le trouble. Et l'exemple final en haut, c'est un système qui était conçu par mes collègues à Pêche et Océan Canada et moi-même, qui est un sous-glace, système d'observation sous eau avec différents instruments et des câbles et des modems acoustiques. C'est comme les téléphones acoustiques. On peut avoir les données sans avoir des connexions câbles. On peut avoir les données de l'océan Arctique à n'importe quel moment durant l'hiver et même s'il y a de la glace, surtout pendant 10 mois de l'année. Donc, l'autre chose qu'on a mentionné, on va voir ici si je peux changer la diapo maintenant. Est-ce que vous voyez les diapos encore? Oui, on les voit. OK. Donc, la deuxième diapo, je n'ai pas besoin de données. Je génère beaucoup de données, qui veut dire que je dois utiliser beaucoup de données aussi. J'ai découvert qu'il y a beaucoup de différents outils qui sont là pour travailler avec les données. Et des fois, ils font ce qu'on veut et d'autres fois, non. Alors, j'ai passé du temps dans la décennie à peu près à développer des logiciels, des outils de sources ouvertes pour travailler avec les données de la mer. Et ce qui est ici, c'est vraiment différentes choses. Il y en a qui c'est des papiers qui ont été publiés. Vous pouvez voir qu'il y a des commentaires, beaucoup du travail que je fais qui utilise le logiciel pour l'analyse statistique. Mais c'est un bon système pour travailler avec les données. Par données, je veux dire des vraies données. Et vous voulez faire des séries de temps, vérification de qualité, de contrôle de qualité. C'est une source ouverte et c'est une bonne analyse de données. On fait beaucoup de développement. Tout ça est fait ouvertement. Les utilisateurs fréquemment vont nous envoyer des bugs, des améliorations, des choses comme ça. Et à part les données générales, j'ai des outils à lesquels j'ai contribué pour travailler particulièrement avec le programme Argo. Il y a quelques trousses qui sont là, que j'ai sur l'écran. Vous pouvez les trouver en faisant Google, qui permet d'avoir accès à toute la gamme de données Argo et tous les flotteurs du 25 ans d'histoire de ce programme. Donc, c'est tout pour moi.
Je vais arrêter de partager ici. Merci. C'est intéressant de voir ces données. Il y a beaucoup de données dont vous parlez, c'est semblable à ce qu'on va trouver dans SIAC. Si vous avez des questions, sentez-vous libre. Vous pouvez utiliser le QA si vous demeurez anonyme ou le chat, messagerie. On va faire une petite discussion de panel pour avoir un peu comment on peut se partager. Je vais débuter. Donc, le thème, c'est les données et on en a parlé. Et comment on utilise ces données. Est-ce que vous voulez rentrer sur les différents défis qui viennent en tête particulièrement, qui bénéficient nos programmes? Qu'est-ce qui vous vient à tête? N'importe quoi, possiblement. Bon, je vais rentrer ici, mais je crois que tout ça sur le développement de technologies dans le futur vont compter beaucoup sur ces données. Bon, je pense que Kelly a parlé de Blue Carbon ou MCDR, des technologies qui ont besoin de nouvelles technologies, l'analyse, vérification pour vraiment établir ce marché. Et il n'y a pas de MCDR, donc ça, c'en est un grand. Au fur et à mesure que ce marché va maturer, il y a beaucoup de données pour tout. Mais quand on fait beaucoup de situations complexes, on parle des vaisseaux autonomes. Est-ce qu'on vient au point où on a de plus en plus de vaisseaux autonomes? Est-ce que ça va être poussé par les données, que ce soit en termes de quelle route, quels vaisseaux sont sur l'eau, quels animaux sont là pour éviter de frapper les animaux? Je crois que tout ce qu'on regarde en termes de direction qu'on va prendre dans ce secteur va avoir besoin de beaucoup de données qui soient capturées, vérifiées, évaluées et ensuite mises dans les opérations. Donc, je crois que je ne vois pas des personnes en particulier, mais ils sont toutes complémentaires. Donc, les données peuvent être pour il va inclure les courants, les vagues, l'alcalinité. On peut utiliser les vaisseaux autonomes. Donc, on ne peut pas mettre des silos de dire que cette technologie a besoin de telle donnée et l'autre technologie a besoin de telle donnée. On a besoin des meilleures façons de l'utiliser, de la partager. Donc, je ne crois pas que j'ai répondu à la question à part de dire que tout finalement. Oui, c'est très interdisciplinaire, je peux voir. Mentionné au début que unir le tout, mais même les données, c'est comment avoir amené une firme de données en utilisant on ne va pas utiliser la température juste pour une chose, ça va être utilisé parmi différents projets, différentes initiatives. Et je crois que c'est vraiment important dans les silos pour s'assurer qu'on élimine les silos, pour avoir les idées les plus riches lorsque nous avons beaucoup de pensées interdisciplinaires qui vont différentes façons. Je ne sais pas si vous avez des exemples possiblement où ça a fonctionné, où ça peut fonctionner. Vous avez vu une grande différence lorsqu'on regarde les données plutôt que de travailler avec quelqu'un qui est arrivé avec une différente perspective sur comment analyser ou de regarder, fournir un moment où la lumière s'allume. Oui, je peux rentrer. Donc, évidemment, lorsqu'on regardait l'imagerie traditionnelle, je viens de cet arrière-plan. On aime vraiment rajouter des modèles linéaires. On prend une affaire, on en prend un autre, on fait un lien entre les deux. Du point de vue IA, théoriquement, on apprend comment faire une présentation riche du système si on a différents modèles, parce qu'on peut prendre plus de variables, plus de composantes et faire une carte de ce qu'on essaie on essaie de faire un modèle. Et le changement de paradigme, c'est que c'est pas AX plus BY égale Z. Est-ce qu'on peut regarder toutes les données qui sont là? Ou est-ce qu'on peut faire et de voir les points de vue? Est-ce qu'on peut faire avec pour aider les océans?
C'est bon pour les données maritimes en général, mais la pensée générale, c'est que, comme Jason a mentionné, on a une transition vers une société où nous avons beaucoup de données, tellement d'informations. C'est vraiment dur pour nous, les humains, de cesser, c'est quasiment intractable de pouvoir développer des modèles ou des simulations de choses qu'on peut gérer, prendre toutes ces données et de recevoir des choses intéressantes si on pose des bonnes questions. Quelles questions on va poser dans ces modèles? Je crois que nous allons pouvoir nous aider à comprendre nos mers et aider nos mers. Awesome. Thanks, Kelly. Yeah, it's like Merci, Kelly. too much data. And how do we tackle Oui, that? comme trop de données. Comment attaquer tout ça Yeah, asking the right questions, you guys. en posant les bonnes questions? Oui, tu l'as dit, There bien is so dit. much data. Parce qu'il y a tellement de It also données. might not be relevant. Possiblement qu'elle n'est pas toute pertinente, mais oui, Oui, une chose que, un peu une contrepartie, mais aussi un exemple aussi, de parler d'utiliser les données pour la formation, qui est la base de construire ce modèle. Donc, quelqu'un qui collecte cette donnée, je suis très conscient en tout temps dans le processus, le potentiel de l'incertitude, l'incertitude potentielle, la qualité de ces données. En tant que quelqu'un qu'on collecte des données, on est terrifié, on a besoin de savoir qu'on collecte une mesure et que ça, c'est un capteur qui fonctionnait correctement dans un environnement dans lequel il était conçu pour fonctionner. Et ça, c'est-à-dire qu'on a besoin de faire attention. On ne peut pas simplement rentrer toutes des terabits de données pour avoir des bonnes réponses. Si cette donnée n'est pas bonne. Donc, c'est de rattacher tout ça à quelque chose comme SIOC, où il y a des données, mais aussi beaucoup de métadonnées alentour des données qu'on utilise. Et beaucoup de tout ça, pour moi, absolument, c'est comment que ces données ont été calculées, le contrôle de qualité. Et le point, c'est important, on rentre dans un monde où il y a tellement de données que la qualité, le processus de contrôle de qualité, du moins le premier stage, ne peut pas être fait par des humains maintenant. On ne peut pas des gens qui sont assez dépassés au travers de ces chiffres. Donc, ces programmes, comme le programme Argo, on doit regarder des façons d'utiliser toutes ces grandes données, les grandes données, si on veut, et les approches du web, de trouver des problèmes communs. On pourrait s'attendre de voir et utiliser cette base de données, de bonnes données corrigées que nous avons pour pousser de l'avant la qualité encore plus haut dans le futur. Bon, c'est un petit peu un épée à deux tranchants. On a besoin de bonnes données pour avoir des données, mais on a besoin des bonnes données pour trouver des données. Donc, toutes les différentes sortes de données. Oui, c'est vraiment fascinant. Et aussi, quand on parle de comment y a-t-il, bon, on a toutes les données, on veut analyser le tout, trouver des résultats. Et y a-t-il une place où on de relier tout ça au public, les visualisations, comment leur donner quelque chose qui est compris pour les spécialistes, mais aussi pour les gens communs, les communs du mortel. Est-ce qu'on est précis? Il y a différents exemples de. Est-ce qu'on a pu apprendre quelque chose dans comment on peut appliquer tout ce modèle aux données océaniques et de la donner au public? Donc, quelque chose que je pense souvent, c'est si les données sont absolues ou si c'est probable. Quand on fait des prévisions en utilisant les données, ce n'est pas nécessairement quelque chose que nous avons une pleine confiance, comme Clark a dit. On a une gamme de confiance sur ces données et je crois que des fois, lorsqu'on utilise surtout les grandes données, grosses bases de données, on a tendance à croire que tout ce qui est là par ces modèles de données sont une vérité absolue. Donc, on regarde ChatGPT et Lucia à Halifax. Et non, ça, c'est un absolu, mais la confiance, la probabilité de vérité varie. Donc, de penser de façon critique sur oui ou non quelque chose, c'est probable ou absolu. Et c'est pour nous, en tant que praticiens du IA, de dire que mon modèle sort ces données, mais voici ma confiance sur ces données.
Donc, c'est la précision qui est importante, et les façons de mesurer et nos modèles IA et quelle note de base on évalue finalement ce qu'on est en train de faire. Je crois aussi que si je peux rajouter ou renchérir sur ça, c'est aussi l'utilisation de ces données en termes de vrais problèmes. Euh, Est-ce qu'on utilise que l'organisation qui sont là, qui produit ces données, ça fait partie de ce groupe de données de Dataset Canada, mais ils collectent beaucoup de données, mais ils l'utilisent pour prédire des tsunamis et les risques de tsunamis. Une fois qu'on rattache ça à une utilisation, je crois qu'on a des gens qui vont comprendre qu'il y a un arrière-plan de tout ça. La partie précision est importante aussi, mais on a besoin de trouver des façons de s'assurer que les données qu'on collecte au travers de la communauté scientifique est traduit dans quelque chose qui peut être utilisé dans un monde réel. Si on collecte les données, beaucoup de données, et qu'il y a de choses non précises, ça ne veut rien dire. Il doit avoir cette application en temps réel et je crois que des fois, on perd ça de ce besoin immédiat d'avoir plus d'informations, trouver plus d'informations. On doit revenir un peu, reculer dans ce monde réel avant de mettre en œuvre le tout. Définitivement, et ça me rappelle lorsqu'on parle un peu du futur, parce que bien sûr, on ne sait pas ce que le futur tient pour nous. Quelles données qu'on collecte et va être pertinent pour ces problèmes futurs, n'est-ce pas? Donc, aussi, c'est de s'assurer, OK, il faut collecter autant qu'on peut, oui, mais possiblement qu'on ne l'utilisera pas maintenant. Qui sait, peut-être dans combien d'années, ça va être vraiment important de savoir une mesure très particulière qu'on a collectée pendant des décennies. Donc, la question de l'auditoire maintenant, quelles sont les limites d'utiliser les données générées dans vos sphères particulières? Est-ce que vous voulez embarquer sur ça? Donc, je ne suis pas sûr c'était quoi la question après par données générées, mais je vais prendre ça comme des données générées par le IA. OK, on va courir avec ça, certainement. Donc, on utilise ces modèles de IA génératifs, mais on fait des valeurs, pousser les valeurs de ces données et généralement, ce qui est un problème, c'est que si on donne à IA un modèle, on ne veut pas qu'il y ait d'hallucination. On veut avoir des images de résolution plus haute. On essaie de générer cette résolution plus précise. Des fois, ça va nous donner vraiment des bonnes images de haute résolution. Mais une fois de temps en temps, ça va halluciner des choses complètement folles, des genres de Picasso, si on veut, d'eau, d'oreilles, de bras et toutes sortes de choses. C'est un problème, hein. C'est une limite, si on veut. Donc, les choses là, c'est quelque chose qu'on parle surtout avec de mettre de garde-fous en place en tant que praticien, c'est de prendre un pas de recul, de dire, OK, quelles sont les façons que ça peut créer des erreurs et des hallucinations IA, c'est un de ces problèmes-là, surtout quand on traite avec des systèmes naturels ou des gens qui pourraient utiliser votre IA et ensuite te dire comment on peut corriger tout ça. Bon, là, on regarde la différence entre l'image réelle qu'on anticipe et l'image hallucinée et on peut revoir les valeurs des pixels entre les deux images et les mettre dans une lumière. Si elle est vraiment différente, on va dire, OK, ça, c'était pas bon. On va régénérer cette image-là pour qu'elle soit plus précise. OK, oui. Merci, Kelly. J'ai une question pour toi, Clark, particulièrement. Tu avais mentionné les courants et la fonte de glaciers. La question qui t'a posée, c'est de regarder l'intégration, la relation à réchauffement climatique, c'est les courants sous-courants sont reliés. Si on veut voir comment que ça fond, comment que ces données vont démontrer ça. Bon, je ne peux pas les répondre dans les 2 minutes que tu vas me donner, mais j'espère que je peux te donner quelques petites idées que tu peux regarder sur Google pour trouver des données à utiliser.
Donc, la réponse courte, c'est que la dynamique de l'océan est complexe. Donc, bien sûr, de rajouter l'eau fraîche et la chaleur à différentes places change les courants à cause de la façon qu'elles sont poussées par la densité. Ça, c'est la physique, c'est la loi de Newton. Donc, la question autour de comment que la glace qui fond peut se voir comme des courants qui ensuite va affecter la façon que Groenland va fondre, c'est des programmes de recherche actifs présentement. Donc, un programme présentement, c'est un effort qui est OSNAP, une étude OSMAP, qui va le subpolaire nord-atlantique, la circulation de la marée et de l'eau qui est très froid et dense dans les régions polaires, en fait, va aller en profondeur dans l'océan et pousser ce convoyeur, si on veut appeler ça comme ça, et de rajouter beaucoup d'eau fraîche dans le système, comment c'est fait. Et c'est fait depuis les millénaires. Comment ça pourrait changer? Donc, Argo, c'est un des beaux outils qu'on a pour ça, qui est les flotteurs dont je parlais, et on fait beaucoup de mesures directes qui ne sont pas nécessairement toujours ouvertes et disponibles immédiatement. Mais pour connecter un peu à la question d'avant de données génératives, je crois que je pense que ça soit un petit peu différent. Dans l'océanographie, on utilise des modèles beaucoup, et je veux dire modèles de façon très large, ça peut être statistique, AX plus B, mais on utilise aussi des modèles dynamiques. C'est là où, plutôt que de garocher des choses dans et faire des colorations à tout ensemble, on utilise les équations qui décrivent le système comme nous la comprenons. Donc, les dynamiques non linéaires et et on met ça dans les modèles ordinateurs, de la même façon que la météo il y a différents modèles maintenant qui sont opérés, très comme la météo. C'est prévisible, c'est pas nécessairement facile, mais les données sont là, sont gratuites. Je ne sais pas si SCA a des connexions à ces modèles, mais la communauté canadienne, le gouvernement canadien, au travers de l'environnement Climat Canada et REOPS, c'est Regional Ice Operations System, le système régional des océans qui sont disponibles au travers de différents portails. Et ça peut être des belles façons de regarder quelques-unes de ces questions parce qu'ils vont monter les données dans des places où on n'a pas fait les observer. Mais en observant la dynamique de ces relations, ils peuvent trouver d'autres informations pertinentes et ça donne une place où regarder le tout. Incroyable, merci. On arrive à la fin de notre panel de discussion et j'avais une question finale dans les données. Je ne sais jamais comment le dire exactement. En anglais, c'est un jeu de mots. Données ou c'est ça, tomato, encore un jeu de mots anglophone pour des jeux de mots. Est-ce qu'on dit tomato? Tomato? Je vais déranger mes enfants. Tomato. Des jeux de mots anglophones, pardon, ça ne se traduit pas. Bon, OK. Les données, peu importe comment tu veux le dire, mais merci à tout le monde de vous être joints à nous. Il va y avoir un channel Slack, un canal Slack si vous avez des questions de suivi après. Vous pouvez nous contacter là. Ils sont bienvenus de rester là un peu. Il y a des questions dans le chat ici, particulièrement pour toi, Clark. Les modèles qui sont disponibles au public. Redux, tu peux rentrer ça dans le chat. Mais merci d'avoir pris ce temps ce soir ou après-midi pour vous ou soir pour certains de nous rencontrer. J'espère que c'était très utile pour vous, pour nos participants. Et les panélistes, vous êtes bienvenus de partir, mais les autres restez là parce qu'on fera la revue un peu du défi et plus en détail pour s'assurer qu'on est tous sur la même page. Donc, Ellie, Clark et Jason, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous aujourd'hui. Merci tout le monde. Donc, nous allons revenir maintenant dans notre discussion de panel ou la présentation pour assurer que nous sommes à l'heure. Donc, on a vraiment des bons points de vue ici de nos trois invités, Jason, Kelly et Clark. Mais maintenant, on va rentrer plus en détail ici. Donc, j'ai mentionné plus tôt les trois courants. Et ça, c'était léger, si on veut.
Mais ça, c'est séparé plus en détail et ça va être disponible sur le site web. On va envoyer ça à tout le monde, différents documents, et vous pouvez faire ça. Et on espère que ça va avoir plus de sens et avoir plus de contexte maintenant. Donc, le défi numéro 1, c'est les conditions océanographiques qui changent au travers du Canada avec la création des observations de SIAC et l'accès aux données qui deviennent de plus en plus faciles, mais ça ne nous permet pas d'évaluer ces points de données. Donc, c'est un petit peu de pouvoir rentrer, explorer et voir si des façons que vous pouvez arriver avec des idées, des meilleures façons d'analyser ces données. Et ensuite, le défi numéro 2 sur l'eau, c'est les données océanographiques qui peuvent être directement corrélées aux captures commerciales qui permettent de mieux comprendre où et quand en trouver certaines espèces de poissons. Cela permet une pêche de précision en augmentant les espèces ciblées tout en évitant les prises accessoires et des espèces qui veut dire que les quotas peuvent être améliorés. 3,5 milliards de personnes comptent sur l'océan pour les protéines et nourriture. Donc, l'aquaculture est vraiment important comme industrie si vous êtes intéressé à rentrer dans celle-là. Et le dernier courant, c'est alentour de l'eau qui est que nous aspirons tous à des interactions saines entre l'homme et l'océan. L'objectif de SIAC est de permettre aux utilisateurs de choisir les loisirs d'océan et de naviguer. Les kayakistes d'utiliser des plateformes en ligne pour planifier leur journée, développer des ressources et des outils ou des présentations visuelles qui explorent les côtés, les océans du Canada, qui permettent l'utilisation ordinaire de comprendre les données dans un contexte qui favorise la durabilité de la fréquentation humaine des océans, considérant les paramètres et les données que le grand public jugerait utiles de vérifier quotidiennement lors de leur planification de ces activités maritimes. Donc, vous pouvez descendre à les données. On va rentrer dans comment nous utilisons SIAC. Un des règlements pour notre défi, c'est que votre dépôt de candidature doit inclure une forme ou un autre de données ouvertes et ceci doit être référencé ou clairement utilisé dans votre soumission. Donc, nous avons fourni une liste de sources de données que vous pouvez utiliser, mais vous pouvez également faire des recherches et trouver vos propres sources de données. Mais utilisez SIAC dans votre idée finale ou votre présentation. Et ensuite, vous pouvez utiliser d'autres données pour alimenter votre soumission. Mais ça doit être utiliser une portion de SIAC. Ça nous amène au règlement maintenant. Sur la prochaine diapo. Donc, les règlements, utiliser les données de SIAC et vous devez avoir votre soumission peut être aussi simple qu'un graphique et barre vraiment perspicace. On ne s'attend pas d'avoir un algorithme complexe qui va changer le monde, mais votre soumission peut être aussi simple que les graphiques. Oui, les concurrents doivent détenir des droits ou avoir l'autorisation d'écrire écrit du propriétaire pour tous les logiciels présentés lors du concours. Le potentiel d'impact d'originalité et de créativité est important. Le jugement sera basé sur ces points pour si vous avez une idée pour la app, par exemple, cette idée peut vous amener à quelque part, possiblement à prendre la route de Kelly et d'avoir votre propre compagnie. Par exemple, vous avez le droit de travailler seul ou les concurrents peuvent travailler seuls ou en équipe de 5 membres maximum. Les concurrents ne sont pas autorisés à soumettre des projets contenant des informations confidentielles. Mais on va s'assurer qu'on ne partage pas les choses qui ne devraient pas être partagées. Nécessité pour utiliser les données de SIAC et peut compléter avec d'autres données sources ouvertes en notant la source des données dans les présentations ou dans l'infographie dans vos visuels de diapositives. Les soumissions peuvent être en anglais ou en français et les soumissions de vidéos doivent durer un maximum de 3 minutes et doivent être téléchargées sur YouTube ou Vimeo et définies comme privées. Nous n'accepterons pas des vidéos qui doivent être téléchargées pour en parler, avoir des diapos, peu importe comme vous voulez le faire, mais dans une présentation que nous pouvons regarder sur YouTube ou Vimeo, on n'acceptera pas les vidéos qu'on doit télécharger. Les participants doivent vivre actuellement au Canada avec un
un compte bancaire canadien actif doit actuellement étudier à temps partiel ou à temps plein dans une université, un collège ou un cégep du Canada. Et si vous avez des questions sur l'éligibilité, veuillez contacter info@deepsense.ca. 3 minutes max, comme j'ai dit. Montez au YouTube, au Vimeo. Vous allez remplir un Google Form, un formulaire Google, et ça va être votre inscription finale. Le formulaire Google va vous demander les membres de l'équipe, les noms, une description de votre idée finale et un lien pour la vidéo. Et des questions, quelle université, collège, cégep, ils vont être dus à la fin de la journée, le 20 novembre, parce que c'est global, Pacifique, heure Pacifique, donc 11h59 PM, lundi, le 20 novembre. Vous pouvez soumettre votre formulaire. Et voici les prix. Premier prix, 750. Deuxième prix, 600. Meilleur concept créatif, 500. Choix du jury, 500. Nous allons juger pour la présentation créativité et le prototype aussi. Et une revue rapide. Donc, le calendrier du défi. Donc, mercredi le 1er novembre, c'est nous qu'on vous dit tout sur le défi. Il y aura un enregistrement de tout ça qu'on va partager avec tout le monde demain. Et on va avoir un canal Slack. Vous pouvez vous joindre après si vous avez des questions. Vous pouvez les mettre là. Vous pouvez construire vos équipes là. Mais les soumissions sont dues le 20 novembre à 23h59. Nos juges vont faire l'examen de toutes les candidatures et les gagnants seront annoncés le lundi 27 novembre. Donc, ça, c'est un peu notre revue finale du défi. Je vais passer le micro maintenant à Shen et lui rappeler que nous avons 15 minutes avec notre interprète. Bref, autant que possible. Sentez-vous libre de mettre les questions dans le chat qu'on peut répondre. Et souvenez-vous que nous avons un réseau de... Oui, embarquer sur tout ça après la session. Jen, je te passe ça à la fin. OK, merci Lucia. Je vais essayer de garder ça en bas de 10 minutes. OK, vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Donc, ça, c'est la page SIAC, la page d'accueil, SIAC, ou CIAS en anglais. Et c'est de ça que vous voyez quand vous cliquez là. Donc, en haut ici, on a les barres de menu. Et pour avoir accès, télécharger toutes les données de SIAC, vous allez vouloir sélectionner les données. Et voici la liste de nos 3 outils nationaux. Et si vous défilez un peu au bas de votre page, vous avez toutes les données régionales aussi. Chacune des régions ont leur propre site web et je vous encourage à aller les vérifier pour même voir différents exemples de quelle visualisation que vous pouvez faire avec Ocean Data. Mais pour les données, je sens que ces 3-là vont être vos meilleurs amis. Donc, en commençant avec Data Explorer, les données en exploration, en fait, c'est un petit peu accablant un peu, mais c'est une page interactive basée sur la visualisation, en fait, où il y a tous les différents points de données qui sont dans CIUS ou SIAC, qui sont soutenus par ERDAP. En fait, c'est assez facile. Plus foncé que c'est, le plus de données qu'il y a dans cette localisation. Vous pouvez faire le zoom et ça va vous donner un petit peu plus de résolution. Et une fois que vous rentrez là, dans une certaine grandeur, vous remarquez qu'il y a différentes couleurs. Donc, en fait, c'est là avec le type de plateforme qui a été utilisé pour collecter les données. Il y a différentes plateformes. Mooring, je ne sais pas si vous pouvez sélectionner tout ça. Bon, le filtre par le type de plateforme. Vous pouvez aussi, en haut ici, vous avez différentes options pour filtrer par les variables de l'océan. Vous cliquez ici, vous pouvez souligner les courants. Par exemple, vous êtes intéressé de l'oxygène et choisir les données qui vous intéressent pour les voir. Ici, la colonne de gauche,
tout ça dans des listes, les données dans des listes. Une fois que vous trouvez les données qui vous intéressent, encore une fois, vous pouvez filtrer par les organisations qui ont contribué, aussi filtrer par le temps si vous êtes intéressé dans le temporel, et vous pouvez filtrer par la profondeur aussi si vous êtes intéressé dans la colonne d'eau. Bon, une fois que vous découvrez c'est quoi les variables que vous voulez, vous cliquez le nom associé dans cette liste et ça va sortir une autre fenêtre de d'autres informations de base, le titre, les variables que vous voulez trouver dans la base de données, les organisations contributeurs et des liens sur notre catalogue de données. Mais ce qui est utile dans cette visualisation, c'est que vous pouvez télécharger directement de cette application. Donc, si vous retournez ici, vous pouvez sélectionner, souligner toutes les bases de données que vous voulez. Et ensuite, en bas, vous pouvez télécharger le tout. Donc, par exemple, si je voulais ces 4 points de données, je vais les sélectionner, je vais cliquer télécharger et vous pouvez mettre votre adresse courriel et vous allez recevoir un lien qui est là. Et vous allez recevoir que le lien directement dans un tableau de toutes les données que vous avez soulignées ici. Donc, ça, c'est le catalogue de données. Je sens que j'ai tellement d'onglets qui sont ouverts, c'est dur de cliquer à gauche, à droite quand je déplace la fenêtre Zoom et tout ça pour trouver le bouton en arrière. Bon, ça, c'est la première outil. La deuxième outil, c'est le catalogue, la carte de catalogue, qui est semblable au Data Explorer, mais ici, toutes les données sont dans sa forme de base. Vous avez sélectionné les variables que vous voulez voir, contrairement à le Data Explorer où tous les variables sont présents. Ici, vous devez sélectionner lesquelles vous voulez. Donc, ils sont séparés physique, bio, chimique, biologique et d'autres disciplines croisées. La majorité des données à l'intérieur de SIA, qui est des données physiques, température, salinité, et comme vous pouvez voir, une fois que vous commencez à sélectionner les variables, vont commencer à populer sur la carte. Donc, si vous faites un zoom, vous pouvez voir un peu les différents points. Bien sûr, la quantité de chiffres est associée avec les données qui sont dans cette localisation particulière. Donc, si vous cliquez sur celle-là, cette liste de points vous montre tous les points localisés dans cette zone géographique. Ça devient de plus en plus particulier, de plus en plus qu'on se rapproche. Donc, une fois que vous trouvez un point de données d'intérêt, vous pouvez cliquer sur celle que vous voulez sur le menu. Ça va ouvrir un petit peu plus d'informations. Semblable au Data Explorer, ça va vous dire les variables qui sont incluses dans les données. Et ça vous donne aussi un lien sur notre catalogue de données. Donc, c'est la dernière chose que je vais vous montrer. Malheureusement, avec cette carte, vous ne pouvez pas télécharger directement sur l'application que vous avez. Vous devriez sortir vers un autre lien Data Catalog que je vais vous montrer maintenant. Donc, le dernier outil ici, ça, c'est un peu, on trouve tout ici. Tous les données, tous les 2000 quelques points de données que nous avons. Et ça, à quoi ça ressemble sa page d'accueil? Vous pouvez filtrer une recherche par clé si vous cherchez particulièrement une variable qui vous intéresse le plus. Et vous pouvez aussi cliquer sur l'icône ici. C'est la même chose. Vous pouvez aussi filtrer par l'organisation qui a fourni les données, filtrer aussi par région. Donc, le côté Pacifique, Atlantique, c'est les 3 régions que le SIAC a. Ils ont leur propre site web aussi. Non seulement leurs données régionales, mais pour voir la liste complète, c'est la nation. C'est là où on va. Donc, encore une fois, si vous voulez faire une recherche de température, par exemple, vous allez voir toutes les températures, les données qui sont là pour vous. Donc, si vous cliquez sur 1, ça va ouvrir
l'autre fenêtre pour explorer un peu les données, les métadonnées, les ressources, les licences. Si vous êtes intéressé dans tout ça, les mots-clés associés avec les bases de données. Mais la chose la plus importante à souligner ici, c'est les données et ressources. Donc ici, ça va être un peu différent pour chaque point, dépendant de ce que le contributeur va vous donner. Ça peut être un lien à une feuille Excel, ça peut être un lien à un rapport scientifique associé avec la base de données. Mais de façon importante, l'application la plus importante que SIAC utilise, c'est la chose qui s'appelle ERDAP. Donc, si je clique là, je sais que c'est un petit peu accablant ici. Je vous promets que ça ne l'est pas. C'est en fait un outil où vous pouvez appliquer des contraintes sur la base de données pour isoler des variables d'intérêt. Donc, en fait, ça vous permet de choisir quelles données vous voulez télécharger pour ne pas avoir à télécharger toute la base de données. Beaucoup de ces données, surtout celles de Océan Canada, ont des milliers et des milliers de points. Donc, c'est une façon facile d'isoler les données que vous voulez. Donc, vous pouvez vérifier ou cocher toutes les variables que vous voulez qui vous intéressent. Et vous pouvez aussi appliquer les contraintes sur les données. Donc, par exemple, ici, la variable de la température de l'eau à la surface, je veux seulement avoir les données qui est plus grand ou plus petit ou égal à 10 degrés, par exemple, et ça va mettre seulement les données qui est en bas ou au-dessous, peu importe les contraintes que vous lui mettez. Et les dernières deux colonnes ici sont la liste maximum et minimum des valeurs associées avec chacune de ces variables pour savoir déjà quelles limites que vous avez de chaque côté. Vous pouvez aussi... Est-ce que vous voyez la souris? Je sens que j'aurais dû poser la question, mais... Oui, on la voit. OK. Ça génère l'URL. Je sens que ça va être vraiment intéressant pour vous. Vous pouvez cliquer et ça génère votre URL. Si vous avez des variables particulières sur vos données et que vous ne voulez pas tout refaire, disons que vous avez fermé, vous pouvez utiliser cette URL